Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir donné l'occasion de parler sur un sujet qui intéresse plusieurs spécialistes, qui intéresse beaucoup plus les rhumatologues et les neurochirurgiens. Je vais essayer d'être un peu rapide, mais en essayant d'insister sur certaines choses qui me paraissent être d'actualité en matière de chirurgie de la hernie discale lombaire. Alors, une hernie discale lombaire provoque un certain nombre de signes cliniques. On peut y entraîner certains signes cliniques, surtout un syndrome rachidien, un syndrome radiculaire ou polyradiculaire, mais aussi une hernie discale lombaire ou une dégénérescence discale lombaire peut entraîner une lombalgie discogénique qui pourrait être rebelle à un traitement médical ou à infiltration, et parfois on est amené à proposer un traitement chirurgical pour cette lombalgie d'origine discogénique. Une hernie discale lombaire peut s'associer peut entraîner une étroitesse canalaire, donc lorsqu'il y aurait d'autres phénomènes arthrosiques associés. Il peut être associé à une instabilité rachidienne, notamment un spondylocésis, ou être localisé uniquement au niveau foraminal et entraîner une sténose foraminale. Donc vous voyez qu'on peut ne pas s'intéresser uniquement à la hernie discale lombaire, mais aussi aux différents substratomes anatomopathologiques qui lui sont associés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter une hernie discale lombaire et laisser une instabilité évoluer parce que le malade ne va pas s'améliorer ou il va s'améliorer pendant un certain temps et récidiver, et ça va être considéré comme un échec thérapeutique. Voilà, je vais encore confirmer ce que disait le professeur Arnaud tout à l'heure, que ce conflit radiculaire est résultant de deux mécanismes. Certes, il y a la composante mécanique, où il y a l'hernie discale lombaire qui comprime la hernie discale qui comprime la racine, mais aussi ce fragment discal hernié donc libère un certain nombre de produits chimiques qui entraînent une inflammation de la racine. C'est pour cela certains malades répondent au traitement médical parce que certains anti-inflammatoires répondent parce que le conflit chimique aurait été éradiqué par le traitement médical anti-inflammatoire. Ou alors, en cas d'échec, c'est la libération radiculaire ou traitement radical, traitement chirurgical. Je confirme encore certaines données que disait mon prédécesseur, c'est que la sciatique guérit au bout de 8 semaines en 9 cas sur 10. Et indépendamment de l'évolution de la hernie discale lombaire. Et ça ne nous intéresse pas, la hernie discale lombaire, plutôt le symptôme clinique ou le signe clinique. Si le malade est guéri, on s'en fout de la présence ou non de la hernie discale lombaire. La régression de la hernie discale lombaire peut, au bout d'une année, on peut la voir disparaître ou régresser. Donc, il faut prendre tout le temps de traiter, de proposer plutôt un traitement conservateur. Cliniquement, donc, les malades peuvent s'améliorer indépendamment de l'évolution de la hernie discale lombaire, et le malade peut s'améliorer complètement, et la hernie discale peut rester. Donc, il n'y a aucune concordance entre ces deux éventualités, guérir et la hernie discale qui reste. Les hernies discales volumineuses, migrées, régressent ou disparaissent plus souvent. Donc, ne jamais opérer un malade sur un scanner ou une IRM qui date de 6 mois. Donc, au-delà de 6 mois, donc, cette IRM n'est plus valable si on est amené à opérer un malade. Et nos amis lillois, donc, ils proposent, mais ce n'est pas encore écrit, 6 semaines. Au-delà de 6 semaines, donc, il faut que l'IRM date de moins de 6 semaines, parce qu'on peut opérer un malade et ne pas trouver d'hernie discale, et c'est arrivé plusieurs fois. Donc, lorsque on envisage d'opérer, il faut refaire une IRM. Ou alors avoir une IRM qui est récente, donc moins de 6 semaines. Donc, certains facteurs qui interviennent dans la résolution des disques, donc surtout les fémurs, voient que les malades, l'intensité de l'heure est plus importante, que la durée est plus longue et que les symptômes, la résorption se voit moins. Donc là, certains, ça rentre dans les... Je veux dire tout de suite que le chirurgien ne lui appartient pas le fait de dire au malade de vous opérer tout de suite, que le choix appartient au malade.
le chirurgien n'a pas le droit, il n'a aucun argument scientifique à dire influencer le choix du malade ni le moment de celui-ci. En dehors de certaines situations que vous connaissez très bien, c'est-à-dire que lorsqu'il existe une paralysie, lorsqu'il existe un syndrome de cheval, ou alors le malade il présente une sciatique hyperalgique. Donc, c'est en dehors de ces trois situations qui ne sont pas en fait très fréquentes, c'est le malade qui décide au nom de sa chirurgie. On n'a aucun argument scientifique à lui dire que il faut bannir le discours qui dit que vous allez sortir de ce cabinet ou de cet hôpital, vous serez paralysé dans une semaine, 3 jours. Donc là, c'est des choses qu'on dit pour attirer un malade, pour jouer un peu sur le psychisme des malades. Donc, il faut laisser le choix au malade. Comment opérer alors une hernie discale? Le but, c'est bien sûr de parfaitement libérer une racine par une voie d'abord la moins traumatique possible. Il y a en fait 2 techniques. La technique mini-invasive, et je pense que c'est là l'actualité où on a observé une certaine progression de la science ou des technologies en matière d'hernie discale lombaire, c'est la technique mini-invasive, et il reste aussi la technique habituelle. Donc la différence entre les 2 techniques, c'est la voie d'abord. Et là, je remercie pour ma collègue kinésithérapeute, professeur Fortassi, de m'avoir simplifié les choses, que les muscles érecteurs spinaux jouent un rôle important dans l'évolution post-opératoire ou l'évolution de la symptomatologie douloureuse des patients, notamment l'évolution post-opératoire. Pourquoi alors je vais proposer à un malade en post-opératoire de faire la rééducation lombaire pour renforcer ces muscles-là? Alors, moi-même, je les ai traumatisés, je les ai déchirés, je les ai rendus faibles. Donc, le but, c'est d'essayer d'économiser ces muscles-là. Il ne faut pas les traumatiser, il faut les laisser intacts pour l'évolution post-opératoire. Et c'est là l'avancée technologique qui a été faite en matière de chirurgie discale lombaire, notamment proposer aux malades une chirurgie mini-invasive. Et je dirais que certaines personnes ou certains auteurs considèrent que cette chirurgie mini-invasive se situe à mi-chemin entre le traitement conservateur et le traitement radical chirurgical. C'est-à-dire qu'il a essayé de trouver un créneau entre les 2 éventualités, que ce soit chirurgie ou le traitement conservateur, c'est-à-dire le traitement médical, la kiné, l'infiltration, etc. Cette chirurgie, il se base sur un système de rétraction, système tubulaire de rétraction musculaire, c'est-à-dire que ces fibres musculaires-là, au lieu de les couper, je fais uniquement les dilater. Je fais un schéma qui est un peu caricatural, mais qui explique en fait ce qu'on veut faire, c'est que ces fibres musculaires sont justement dilatées, écartées par un tube, et par là on va rentrer, et à l'intérieur, au niveau interlamaire, au niveau du disque, on fait la même chose qu'on faisait auparavant pour la hernie discale lombaire, pour la chirurgie conventionnelle. Donc, vous voyez qu'on se crée un petit chemin, on respecte le muscle, on arrive au niveau du disque et on fait les mêmes gestes. Donc ce système, il peut être combiné soit un endoscope, soit un microscope. Au service, on le fait au microscope opératoire. Et je répète ce que je disais, que c'est une technique qui atraumatique, qui dilate uniquement les muscles, et qui donc, au lieu de les couper, on les dilate. Voilà les 2 techniques, que ce soit la technique invasive qui se base sur un petit tube pour lequel on rentre ce tunnel, alors que vous voyez cette chirurgie districtrice-là, on essaie de désinsérer les muscles des épineuses pour trouver un moyen là entre les 2 vertèbres, alors que pour faire ce geste-là, de libérer une racine et d'extraire ce disque intervertébral, là c'est une vue opératoire, on le verra tout à l'heure. Que ce soit avec cette technique mini-invasive ou alors cette technique conventionnelle, là, les différentes voies, les différentes étapes de la chirurgie sont respectées, à savoir grignoter une partie de la lame sous-jacente du disque, de l'espace, ouvrir le ligament jaune, desséquer et trouver la hernie, et puis libérer la racine. Donc, lorsqu'on est à ce niveau-là, on fait les mêmes gestes qu'en chirurgie habituelle, mais là, on respecte les muscles. Ces muscles-là, qui sont des muscles érecteurs, notamment le multifidus longissimus, le ilicostalis, qui sont innervés par des rameaux, donc des rameaux dorsaux des nerfs rachidiens, qui sont des puissants extenseurs, comme on l'a vu ce matin, et ils participent aussi bien à la rotation et à l'inclinaison des rachis lombaires.
Lorsque on les coupe par des insertions à ce niveau-là, donc on crée une dévascularisation et une dénervation. Ceci entraîne une ischémie et une atrophie musculaire difficile à réparer par la rééducation, la kinésithérapie, et ceci est source aussi bien de lombalgie post-opératoire, mais aussi ça joue sur l'équilibre sagittal, la balance sagittale, sur la lordose lombaire, et donc ça crée un déséquilibre sagittal. Là, c'est juste pour un peu schématiser les deux techniques. La technique conventionnelle où on désinsère tous ces muscles-là pour aller à ras de l'épineuse, alors que là, et là c'est ce qu'on fait, vous avez le tube rétracteur, vous avez les fibres musculaires qui sont dilatées, et lorsqu'on enlève ce tube rétracteur, le muscle, rapidement, il génère. Vous voyez là les deux IRM qui ont été faits chez deux malades qui ont été opérés. Celui-là par technique mini-invasive, celui-là par chirurgie conventionnelle. Vous voyez l'état de ce muscle-là qui est en hypersignal. Le muscle il est ischémié, il est atrophié, alors que là, difficile de retrouver la voie d'abord pour arriver au niveau du rachis de l'espace interlamaire. Donc, je pense que beaucoup d'avancées ont été faites à ce niveau-là et beaucoup de techniques. Et là, je pense que la technique mini-invasive, il est supérieure à la technique conventionnelle. 10 mois en post-opératoire immédiat ou dans les 6 mois ou la première année en post-opératoire. Là, c'est juste pour miniaturiser tout ça. Donc, il y a un guide, un petit tube de diamètre faible. On introduit un autre, tout ça pour essayer de dilater les muscles, puis un autre, jusqu'à arriver à un diamètre où on juge intéressant et un juge convenable pour la chirurgie. Et en post-opératoire, à la fin de l'insertion de ces tubes-là, on se retrouve comme ça, à ce niveau-là, et on peut commencer la chirurgie. Nous utilisons dans le service neurologique de l'hôpital militaire le système Matrix 2, qui est de la firme Medtronic. Je ne fais pas de publicité, mais c'est, je pense, le système le plus adapté. Là, pour montrer les dilatateurs, le support de fixation. Là, la station de travail, vous voyez, là, on travaille à travers ce type rétracteur. On travaille en microchirurgie, plus important, donc on utilise le microscope opératoire, donc on n'a pas de problème d'optique et on est la lumière, la luminosité, on n'a pas de problème. Les autres éléments, là la position c'est la même, donc en position génipectorale et on est en paravertébrale à 1,5 cm de la ligne médiane. Donc on rentre en oblique et vous voyez qu'on est à 1,5, au maximum à 1,5 cm de la ligne médiane et on arrive à ce niveau-là pour enlever cette hernie. Cette chirurgie mini-invasive, on a un peu l'extension pour faire des spondylolisthesis, pour faire des canaux lombaires étroits, pour faire énormément de choses, pour faire des cages, pour implanter des cages intersomatiques dans certains spondylos. Là, ce se fait sur opérascopique, donc on a l'espace L5-S1. Vous voyez le guide de repérage qu'on a fait là, en péropératoire, et on va commencer à empiler les différents tubes dilatateurs. Lorsqu'on est repéré, donc, on fait une incision quand même qui intéresse uniquement la peau, le tissu rugueux et la peau névrose. Et à un certain moment-là, on fait introduire le doigt, donc rien qu'avec le doigt, on essaie d'un peu d'élargir la voie la porte d'entrée, là, les dilatateurs. Ces dilatateurs, on essaie en péropératoire de leur imprimer un mouvement en avant, en arrière, latéralement pour désinsérer les muscles des lames. Voilà les différentes techniques. Là, c'est-à-dire à la fin, on est comme ça, on est à ce niveau-là. Et on fait un repérage de la station de travail, on regarde les disques, donc il n'y a pas d'erreur de niveau. Et c'est ça le plus important aussi de cette technique, parce qu'on le fait sous amplificateur de brillance 2 ou 3 fois, donc on est sûr qu'on est sur le niveau adjacent. À ce moment-là, on fait rentrer le microscope opératoire et la station de travail déjà en place. Et voilà, si vous permettez, on va regarder un petit rapidement l'intervention qui a été faite il y a plus de 2 ans.
la station de travail en place et on essaie d'enlever le tissu résiduel. Tissu résiduel, c'est rapide, c'est environ 1 minute et demie. Coaguler tout ce qui saigne pour avoir un champ opératoire propre. On enlève le ligament jaune. Tout ça se fait rapidement. On a une vision qui paraît être rapide. Vous voyez, le rachis, elle a bénéficié, comme les autres spécialités, aussi bien la gynécologie que la chirurgie viscérale, cette technique de cellulchirurgie qu'on fait pratiquement pour toute la pathologie viscérale ou gynécologique. On essaie, voilà, on dissèque, là, la hernie en blanc. Donc, la durée de l'intervention n'est pas aussi bien longue. On a mesuré sur nos malades environ 42 minutes pour la chirurgie conventionnelle contre 57 minutes pour ce qui est mini-invasif. Ce retard est dû en fait parce que l'installation est un peu longue. Il faut installer le microscope, s'il faut l'amplificateur de brillance. Il faut une équipe un peu entraînée qui travaille tous les jours que ça. Et voilà, on trouve que 15 minutes, ça ne fait pas la différence. On peut toujours, on peut enlever la hernie sans problème. Donc, rapidement, 30 secondes, là, rapidement, là, ce serait plus explicite. Donc, on essaie d'enlever l'os, on est sur la hernie. Rapidement, la racine. Et là, la hernie sous pression, vous voyez que ça sort rapidement. Et donc, nous avons comparé deux groupes, le même nombre de patients, 100 patients pour chirurgie mini-invasive et le deuxième groupe de chirurgie conventionnelle. Là, les données démographiques de ces deux groupes, le plus souvent, c'est L4, L5 et L5, L5 qui sont les disques les plus atteints. Là, les signes cliniques, je n'en tarde pas. Là, on a comparé 4 heures après l'intervention chirurgicale, la douleur chez le malade en utilisant l'échelle EVA, donc à J0, à 4 heures, le jour de l'intervention et le lendemain. Et on voit que ces genres de malades, le groupe A, ils souffrent 3 fois moins que les malades qui ont été opérés donc, par chirurgie conventionnelle. Et que les malades souffrent 4 fois moins le deuxième jour parmi les malades, devant les malades du groupe 2, que la prise médicamenteuse, que seulement 35% des malades qui prennent des anti-inflammatoires en post-opératoire contre 83% dans le groupe de chirurgie conventionnelle. Vous voyez qu'on a gagné quand même, le malade souffre moins, il prend moins d'anti-inflammatoires. Là, on s'est amusé aussi à voir ce sacrifice musculaire, est-ce qu'il a un impact quand même biologique? Et on a vu qu'on a dosé la CPK en préopératoire chez les malades et aussi en post-opératoire, le jour même, 4 heures après l'intervention. Et le deuxième jour, on voit vous voyez que la différence, au deuxième jour, environ, les malades, plus de 3 fois, le muscle a été largement traumatisé parce que la dose de CPK, donc il est plus de 3 fois parmi le groupe chirurgie mini-invasive contre la chirurgie conventionnelle. Tout ça pour dire que l'acte chirurgical est totalement self-proposable dans les deux techniques. L'écarteur qu'on utilise dans la chirurgie mini-invasive, c'est uniquement le type opératoire, donc ce type rétracteur, et que l'intervention est réalisée avec des instruments adaptés à la microchirurgie. Les temps opératoires sont les mêmes. Et cette chirurgie donc, qui utilise ce système tubulaire de rétraction, l'indication bien sûr doit être bien posée, il faut que le conflit soit bien individualisé et il faut avoir une imagerie qui est de bonne qualité. Il faut se méfier de certains aspects, phénomènes dégénératifs ou la corpulence de ces malades-là. L'important, c'est, on l'a dit, il y a moins d'erreurs de niveau, ou pratiquement pas d'erreurs de niveau. Les avantages, c'est la nette diminution de leur post-opératoire, la durée d'hospitalisation qui est courte. Ceci peut s'expliquer par l'absence de dissection invasive, par l'absence de désinsertion des muscles paravertébraux, et il n'y a pas d'écarteur qui induit une ischémie, une pression sur les muscles, et par conséquent une ischémie musculaire. Donc la douleur post-opératoire se trouve diminuée, il y a peu d'utilisation dentalgique. Dans la chirurgie qui utilise ce système de rétraction, il n'y a pas de prise dentalgique ou uniquement les dentalgiques de niveau 1.
Dans la chirurgie conventionnelle, pratiquement, les antalgiques de niveau 2 sont systématiques. Ceci, donc en utilisant ce système tubulaire de rétraction musculaire, on réduit les coûts médicamenteux et bien sûr les effets induits par les antalgiques. Dans toutes ces indications, la période post-opératoire est moins algique. Il faut limiter la désinsertion musculaire qui peut être source d'instabilité rachidienne ultérieure et par conséquent il peut compromettre le résultat obtenu dans un premier temps. Cette chirurgie aux États-Unis et maintenant en France se réalise en ambulatoire. Donc le malade rentre le matin, l'après-midi, il est chez lui. Il faut quand même certaines conditions. Il faut que le malade habite à moins d'1 heure de l'hôpital. C'est-à-dire qu'au Maroc, c'est un peu difficile du fait de certains aspects culturels, financiers, que le malade, il rentre, il veut rester à l'hôpital. Mais c'est une chirurgie ambulatoire pour le moment. Il y avait le problème de facturation à Lille, mais ils en ont trouvé la solution et maintenant à Rennes, c'est-à-dire même les petites structures, on arrive à faire ce genre d'intervention en ambulatoire. Cette chirurgie mini-invasive, donc on l'a étendue aussi bien au canal lombaire étroit, je pense que le professeur Wahbi en parlera tout à l'heure, les mini-TLIF, les labords latérales du rachis ou alors labords antérieurs. Rapidement, surtout dans le canal lombaire, je termine rapidement, donc le canal lombaire étroit, il faut essayer d'aller en unilatéral, en mini-invasif, il faut faire uniquement une hémilaminectomie. Donc, du côté, si la douleur est du côté droit, il faut aborder à gauche parce que la vision, il est plus facile et il est meilleur lorsqu'on est du côté contralatéral. Et on peut réaliser sans désinsérer tous les muscles et sans faire de laminectomie complète pour faire la différence là. Ce que vous voyez, ce qu'on fait faisait en chirurgie classique, tous ces muscles-là sont désinsérés, écartés, alors que là, on utilise uniquement un type rétracteur et on réalise là, sous contrôle chez l'un de nos patients, donc une hémilaminectomie et on fait le recalibrage canalaire. Vous voyez que la stabilité est conservée, donc les articulaires n'ont pas été touchés. Là, c'est une vue opératoire. Là, rapidement, moins d'une 30 secondes, montrer là, et on est en train de... Donc, c'était déjà il y a 3 ans. Il faut faire là l'hémilaminectomie du côté contralatéral à douleur. La douleur, si la symptomologie est unilatérale ou alors s'il est plus importante, et là, on est de ce côté-là, et vous voyez qu'on voit très bien le forodural, il est complètement, il est complètement libre, même de l'autre côté, à ce niveau-là, et je pense que c'est moins, on va voir même un peu arriver, on va voir les racines. La racine contralatérale, la racine contralatérale à ce niveau-là, donc la décompression, il est meilleur, mais moins invasif. La lombalgie, y a-t-il une indication de la chirurgie? Je pense que oui. Bon, il faut une évaluation préopératoire qui est minutieuse, qui est précautionneuse. Il ne faut pas opérer n'importe qui. Il faut une IRM. Il faut étudier la balance sagittale. Il faut réaliser parfois une discographie provocatrice pour montrer le niveau algogène. Et on peut réaliser une arthrodèse par voie antérieure, c'est-à-dire anterior lumbar interbody fusion, c'est-à-dire qu'une arthrodèse par voie antérieure, et on aborde le disque par voie antérieure, en résection complète de ce disque-là, et on insère une cage avec des vis, et ceci permettra de restaurer la hauteur du disque. Il peut même corriger la balance, le déséquilibre sagittal, en utilisant des cages qui sont lordosantes, et on ouvre, parce que la hauteur du disque a été augmentée, on ouvre les foramens, donc on corrige certaines lombocytalgies. Ceci empêchera les conflits articulaires douloureux parce qu'il évite également l'étirement des nerfs. Il respecte la souplesse des rachis, mais chez l'homme, ça entraîne une éjaculation rétrograde et donc c'est un peu un problème médico-légal. Il faut que le patient l'accepte, etc. Rapidement, pour dire là, on a réalisé quand même par cette voie certains mini-TLIF, c'est-à-dire par voie postérieure, en cas de spondylo, une cage, un intervertébral et insérer des vis en percutané. On peut aussi aborder le disque par voie latérale
rapidement là, l'un de nos malades, spondyle L4-L5, très douloureux, embouchyalgie. On a mis en place une cage intersomatique et on a inséré les vis par voie percutanée, donc moins d'élébrons. On peut réaliser aussi par voie endoscopique une foraminoplastie, enlever un disque là, avant et après, rapidement. Ce matin, la question s'est posée, est-ce qu'il faut aller enlever tout le disque? Je pense que non, il faut uniquement enlever le disque protruit, la séquestrectomie. Parce que si on essaie de grignoter ce disque, c'est source de douleur post-opératoire et le malade se rétablit difficilement, donc il faut enlever le disque. Même si on essaie d'enlever la dissectomie, on ne peut pas enlever tout le disque. Donc, il faut uniquement enlever la hernie, l'herniectomie. Et l'intérêt de la chirurgie mini-invasive est plus important parce qu'on disait ce matin, le niveau sous-jacent ou l'articulaire supérieur, là, en mini-invasif, on est sûr qu'on est au niveau de l'espace ou du niveau malade. On travaille uniquement sur nos malades, on ne touche pas en haut ou en bas. Récapitulons, cette technique, avec cette technique, on a moins de pertes sanguines per opérateur, notamment, je ne parle pas de la hernie, mais lorsqu'on fait des ossysynthèses ou autres. Le traumatisme musculaire est minime. La mobilisation post-opératoire est précoce. Le malade, donc 4 heures après, 5 heures après, il peut se mettre debout et marcher dans sa chambre. Il y a moins d'infections post-opératoires parce que l'exposition est minime. La durée et l'intensité de l'antalgie post-opératoire est réduite et la durée d'hospitalisation aussi est réduite et ça permettra d'améliorer le coût de santé. Mais elle nécessite une courbe d'apprentissage qui est lente, donc il faut opérer plusieurs malades pour apprendre la technique. L'inconvénient aussi, c'est l'irradiation des patients, des chirurgiens et du personnel, parce qu'on l'a fait sous scopie, donc à chaque fois, il faut contrôler. Mais le résultat à long terme, c'est-à-dire entre chirurgie mini-invasive, chirurgie conventionnelle, à 6 mois, une année, les résultats sont les mêmes. Mais nous gagnons sur les 6 premiers mois. Nous gagnons sur la durée d'hospitalisation, nous gagnons sur la prise antalgique, nous gagnons sur un certain nombre de choses. En conclusion, donc, ces techniques mini-invasives sont intéressantes et doivent être développées, mais ne doivent pas modifier la stratégie. Il ne faut pas dire que la symptomatologie il est minime, la hernie discale, je vais vous faire une technique qui est mini-invasive, ça ne va pas déranger. Donc, les indications sont les mêmes que la chirurgie conventionnelle. Les bonnes questions, est-ce qu'il faut opérer ou non et quand? Donc le choix de la technique est important, mais n'est pas secondaire, mais reste secondaire. Il faut savoir s'entourer pour prendre la bonne décision et l'information des patients est capitale. Je vous remercie.